Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvel épisode de notre webinaire série sur la collaboration, collaborer mieux. Aujourd'hui, un thème sur le sujet des générations différentes sur le lieu de travail. C'est pas un sujet nouveau, de tout temps c'est arrivé dans toutes les générations, mais c'est une partie un peu notable aujourd'hui, un peu particulière. C'est que finalement tous les gens qui sont aujourd'hui en responsabilité sont soit nés au XXe, soit élevés par des personnes du XXe. Et puis on voit les générations notamment Z, mais Y l'était aussi, qui sont des générations de transition, hein. Je ne vais pas m'apesantir sur la description, ça n'a aucun intérêt à ce stade. En revanche, finalement, ce qu'on voit, c'est que nous, quand on accompagne des équipes, on nous demande mais comment on peut travailler ensemble, en fait, comment on peut collaborer. Il y a une équipe en ce moment auquel je pense notamment euh, je vais changer un peu les noms, hein, c'est dans l'industrie. On a Léonard qui est plutôt une génération Z, Maria qui est Z aussi, on a Jean qui est un boomer, on a José qui est lui plutôt un X, on a le superviseur qui est plutôt un X également. Et en fait, ces gens-là n'arrivent pas à créer du partage, à créer des transferts de compétences, à communiquer en se comprenant bien. Et là, il faut faire plein de choses, hein, pas nécessairement ces sujets de génération, mais qui s'accroît en fait avec ces problèmes de génération. Et en fait, quand on les réunit, tout se passe bien, ils sont plutôt contents, mais ça n'embraye pas, hein. Il y a une dimension spontanée, mais la collaboration, elle a besoin de beaucoup plus pour pouvoir se prendre, hein, et se développer et se propager. Donc voilà, rassembler les générations, évidemment, avec les différentes habitudes, avec les différentes euh, particularités sur les horaires, sur le tutoiement, sur la manière d'aborder les hiérarchies ou autres, ça génère des incompréhensions, des tensions, des jugements, des rivalités, et pour beaucoup de choses en fait qui sont imaginées. Donc oui, collaborer dans une équipe mixte est devenu un enjeu majeur, mixte en termes de génération, hein, c'est devenu un enjeu majeur pour nos clients et certainement pour vous également. Vous pouvez le partager dans le chat ensemble. Et en fait, une certitude, c'est que dans le futur, en fait, on sera tous amenés à changer personnellement et notamment à collaborer avec des gens qui ne sont pas forcément de notre culture, hein, puisqu'il s'agit vraiment de ça. Alors, si c'est votre préoccupation, vous êtes au bon endroit, c'est notre sujet du jour. Bienvenue à notre webinaire pour savoir comment mieux collaborer, plus durable et plus vite. On devait avoir Karine ce matin, malheureusement, elle est retenue chez un client, donc je serai seul avec vous. Et peut-être pour me présenter et présenter qui est changeable, je dirais que nous nous focalisons sur 4 sujets. Un qui est le développement de la collaboration, essentiel aujourd'hui dans un monde en changement permanent, en changement continu. Le leadership, développer un leadership du XXIe siècle, c'est indispensable. On en parlait tout à l'heure avec le sujet des personnes qui sont aujourd'hui leaders. Un leadership du XXIe siècle, il n'est pas encore là. Il ne suffit pas d'être né au XXIe siècle pour l'avoir, il faut le développer. Et on sait en tout cas que les problématiques du XXIe siècle ne se régleront pas avec un leadership du XXe. Évidemment, ça, c'est rassemblé sous un sujet de culture, hein, culture d'entreprise, culture corporate, qui permet de déployer ces nouveaux leaderships, cette culture de management qui est différente. Et puis, pour réaliser tout ça, il faut des projets. Et c'est des projets vraiment particuliers qui se conçoivent, qui se déploient, qui se diffusent d'une manière spécifique. C'est notre spécialité aussi, donc on le met au service de nos clients. Voilà. Et tout ça, on l'imagine comme étant des jokers, parce qu'un joker, c'est dans un jeu une carte qui est capable de dépasser les règles, d'aller au-delà du jeu régulier, d'inventer un nouvel élément de jeu et d'écrire une nouvelle histoire. Et en fait, c'est exactement le rôle, l'impact que l'on veut avoir sur les différentes thématiques que j'ai pu aborder auprès de nos clients. Et c'est ce qu'on se force évidemment à développer dans nos offres de services, dans nos interventions. On est une quarantaine, un peu plus de 40, voilà, avec des profils très différents pour pouvoir intervenir sur l'émission. Ça va du coach, du consultant, du thérapeute, du sociologue, du psychologue de travail, etc. Voilà, un pack en tout cas d'expertise et de compétences pour pouvoir agir avec les bons moyens sur les bons sujets pour vous permettre de développer votre collaboration et d'aller satisfaire vos clients. Quelques clients qui nous font confiance, que j'ai mis là, et puis peut-être votre logo demain. Alors,
pourquoi collaborer est devenu quelque chose d'important? La satisfaction client, on le sait, c'est un sujet qui est majeur pour tous, pour tout le monde, qu'on soit public, privé, hein, on l'appelle pas forcément client, mais usager. Et autour de ça, un certain nombre de satellites finalement d'enjeux qui concernent soit les RH sur la partie de l'attractivité de recrutement ou de la fidélisation ou la satisfaction des collaborateurs, sur les sujets plutôt d'innovation ou de changement de pratique de travail, mais également sur les sujets de différenciation, compétitivité d'un point de vue marketing et commercial, etc. On parle de cette collaboration interculturelle et intergénérationnelle ou multigénérationnelle parce que dans un monde qui change en permanence, il faut collaborer et il faut absolument travailler cette satisfaction client du mieux possible. Et aujourd'hui, en effet, on a 3 générations, 4 générations qui se retrouvent avec, je le disais, des typicités. On a 2 qui sont vraiment des générations de transition qui tranchent véritablement dans les codes de fonctionnement, les modes de fonctionnement. Et donc, travailler ensemble, faire collaborer une équipe internationale. Alors, les défis qu'on nous relève, qu'on nous fait part, je vous ai listé là quelques-uns. Rassembler les générations, établir un dialogue, comment je concilie en fait les différentes appétences. C'est vrai que si en termes de succès, on ne voit pas la succès de la même manière, ou la réussite, on la voit de la même manière, le développement perso, ou l'équilibre vie pro, vie perso, on ne voit pas de la même manière. Le rapport à la technologie ou l'autonomie, le sens également, voilà, il ne s'exprime pas de la même manière. C'est un vrai enjeu, en fait, pour arriver à rassembler ces personnes et à créer une équipe. Comment je suscite également la question de la motivation auprès de ces cultures différentes. Comment je peux attirer, recruter, etc. Voilà, tout un tas d'enjeux, en tout cas, ou de défis qui se présentent au manager dans son quotidien. Notre manière d'y répondre, ça va être avec notre outil Collaborer Plus qu'on a développé, qui est à la fois une boussole, un diagnostic, qui nous permet ensuite de pouvoir définir des plans d'action et ensuite d'en faire le suivi, et qui est donc au service des managers pour pouvoir développer ou initier déjà la collaboration, la maintenir et puis la développer s'ils le souhaitent, s'ils ont besoin, pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est 8 axes, c'est 8 domaines sur lesquels nous, on a développé un certain nombre d'accompagnements pour faciliter les prises de conscience, mais aussi faciliter finalement, par exemple, être ensemble, faciliter ce sentiment de faire partie d'une équipe, d'être ensemble, etc. Et puis des démarches pour partager les objectifs, pour partager, s'approprier ses objectifs, etc. Voilà. Jusqu'au conflit, jusqu'à la décision, jusqu'au travail ensemble. Voilà, donc 8 axes, si vous êtes intéressé, on peut en discuter, on peut approfondir tous ces aspects. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de regarder quels peuvent être les 5 leviers finalement qui peuvent être utiles à un manager qui est dans une situation d'équipe multigénérationnelle et qui se demande comment la développer. Alors, le premier aspect, on peut tout dérouler, c'est la question de la communication ouverte. L'équipe, c'est au-delà des querelles, des stéréotypes, des tendances, etc. Ce sont des personnes qui sont présentes physiquement, au moins de temps en temps, qui sont présentes physiquement pour travailler ensemble. Et c'est avec ça qu'on travaille. Et s'il y a une communication qui peut être spontanée, la plupart du temps elle l'est, ou une collaboration qui peut être spontanée, en tout cas, elle est elle est insuffisante, on va le dire comme ça, elle est limitée pour déplacer les brouillages ou l'intensité que requiert en fait de collaborer. Collaborer, ça demande une intensité de communication qui est forte, qui est vraiment ouverte, authentique. Et il faut amener l'équipe à ce niveau-là pour pouvoir ensuite espérer tenir le choc de la collaboration. Sinon, il y a plein de pièges, il y a plein de choses qui vont nous faire dévier de notre route ou potentiellement nous stopper. Donc, développer une communication ouverte, c'est indispensable. Et je disais encore hier un article qui disait, communication ouverte, oui, mais avec tact, évidemment, parce que on le voit bien selon les générations là, le tact, c'est pas forcément l'apanage de tous. Or, pour préserver, je dirais, un équilibre, un climat satisfaisant, il faut également développer ce tact, cette sensibilité. Voilà, autre chose
on en parlera après, c'est pas grave. Donc, le concept, vous le comprenez, voilà, créer les ponts finalement de compréhension, de développement de l'empathie, de l'estime en fait entre les membres de l'équipe. Donc, se baser sur la communication ouverte. C'est important parce s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de collaboration. La confiance, elle est vraiment indispensable comme point de mire, finalement, de cette communication ouverte qu'on met en place. Et ça demande également aux managers, aux leaders, une certaine maturité. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité de lecture sur ces aspects, c'est compliqué. Si on ne sait pas agir, si on n'a pas ce tact, si on n'a pas cette sensibilité, il faut le développer parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour se mettre au service de l'équipe et pour, quelque part, incarner une exemplarité. C'est aussi son rôle. Comment on agit dessus? Première chose, c'est de prendre conscience qu'on est tous 100% responsables dans l'équipe. Et ça, on le fait dans la dimension de l'inclusion. C'est absolument indispensable quand il y a une personne qui nous rejoint dans une équipe, qu'on lui fasse sa place et qu'elle prenne sa place. Et qu'on s'assure qu'elle ait pris sa place. Et que si elle ne la prend pas, on puisse la questionner et comprendre pourquoi la place ne convient pas. Et peut-être modifier cette place. Mais cette question de la place, elle est fondamentale parce que tant qu'on n'a pas ce sentiment d'avoir sa place, c'est compliqué de pouvoir comment dire, aller plus loin finalement et envisager la confiance, envisager la collaboration. L'inclusion, donc, elle repose beaucoup là-dessus et force est de constater que c'est pas toujours très bien fait. Enfin, on voit que voilà, il y a beaucoup encore de tâtonnements sur cet aspect-là. Mais il est possible en fait de créer des moments, d'initier en fait des temps de rencontre et de pratique, hein, ce que je notais, pour pouvoir faire cette inclusion périodiquement. Le faire au début, à l'arrivée de certaines personnes, c'est très bien, mais c'est insuffisant, largement insuffisant. Il faut pouvoir le faire régulièrement, et notamment au moment clé de l'équipe. C'est-à-dire lorsqu'il va y avoir des tensions qui se sentent, voire même des conflits. Lorsqu'il y a un client qui n'est pas content, qui crée une crise, travailler cette inclusion, prendre le temps pour ça et pas se jeter dans le travail comme la plupart font, en fait, c'est vraiment important. Et ça abaisse immédiatement le niveau de tension dans l'équipe et ça renforce la capacité à collaborer. Et évidemment, c'est un moment, cette inclusion, de communication ouverte, hein. Donc ça peut être fait sous plein d'aspects. Certains le font simplement dans le météo du jour ou avec un petit jeu ou avec des petites choses pour que chacun puisse parler de soi. Parler de soi et donc écouter, hein. Et donc voilà, c'est vraiment fondamental. On pourra en reparler, je ne vais pas m'étendre plus dessus, je pense que vous avez compris. Il y a une dimension qui est essentielle là-dedans, évidemment, c'est la qualité d'écoute. S'il n'y a pas de qualité d'écoute, notamment chez le leader, ça va être compliqué. Et souvent, il y a des problèmes sur ce sujet-là. C'est-à-dire que tout est fait correctement, mais on dit, ouais, bon, il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Ou il ne nous écoute pas. On lui dit des trucs, mais en fait, il n'entend pas. Alors ça, c'est compliqué quand on a un leader qui est un petit peu... Ça m'est arrivé dans une start-up que j'ai accompagnée. Le leader, c'était le patron, évidemment, le fondateur. Voilà, il allait à fond. Et son équipe, par contre, elle avait besoin d'être un petit peu écoutée, en disant « tu vas trop vite pour moi ». Quoi, hein. Donc, qualité d'écoute, c'est important, notamment pour ceux qui incarnent le rôle de leader. Il y a des ateliers de communication authentique également qui peuvent arriver. Il n'y a rien de pire que le manque d'authenticité pour casser la confiance. Et donc, travailler cette authenticité, c'est possible. On a on a conçu des petits ateliers pour nos clients pour travailler ces aspects-là, qui marchent plutôt bien. Mais il y a plein de choses que vous faites certainement déjà, ou vous pouvez initier et imaginer. Ensuite, il n'y a pas d'équipe sans tension, on le sait, ou conflit. La question, c'est comment on va adresser en fait ces tensions. Et la communication ouverte, elle est évidemment importante. C'est plus on va éviter les tensions, en fait, plus elles vont se transformer en conflit. Il n'y a aucune raison que ça s'arrange tout seul. C'est pareil dans un couple. Et donc, dans vivre les tensions, on veut dire par là que c'est ouvrir la question
pour pouvoir parler de la tension, pour pouvoir parler de ces tensions et les résoudre. S'il n'y a pas ça, évidemment, ça peut être très, très compliqué. Parce que cette culture de l'évitement, en fait, elle va nécessairement toujours amener du conflit. Et ça fatigue, c'est-à-dire qu'on en a un, deux, très bien, mais après on en a marre, on s'en va. Hein. Et c'est un élément qui est fondamental, c'est que quand on est dans une équipe où on sait dénouer, on sait vivre les tensions, en fait, la vie est plus légère, quoi, et on a envie de rester. C'est-à-dire qu'on sait que même s'il y a des tensions, même s'il y a des problèmes, des conflits, en fait, on arrivera à trouver une solution. Voilà. Quelques exemples, alors il y a d'autres façons d'agir, mais voilà, quelques éléments principaux. Hein. Il y a travailler à l'humilité, évidemment, ça c'est important. Casser les stéréotypes et les croyances, les représentations, ça c'est évidemment un autre aspect qui est important. Créer un cadre régulier pour pouvoir le faire, ça c'est aussi primordial. Voilà, il y a plein de choses. Je fais, oui, alors il y a notamment un exemple qui me venait en tête sur la start-up, j'en parlais notamment, où j'étais intervenu dans un cadre où du développement commercial en fait de cette start-up qui travaille dans l'intelligence artificielle générative et qui a un rayonnement déjà qui est international et donc qui a besoin des équipes et de commerciaux qui sont internationaux. Et évidemment de générations différentes, parce qu'on ne vend pas de la même manière à une grande entreprise qu'à une petite. Hein. Il faut un peu de seniorité pour vendre des grandes entreprises. Et donc, on a cette mixité-là de générations, et en plus culturelle, parce que ce n'est pas les mêmes nationalités, et en plus, ce n'est pas les mêmes métiers. Hein. Et donc, néanmoins, un développeur doit pouvoir parler aussi et comprendre un peu ce que lui dit parfois ou tout le temps, autant que possible, en tout cas le commercial, sur les retours que lui a fait le client, sur le produit, sur les fonctionnalités du produit, sur le comportement du produit, etc. Et donc, ça ne va pas de soi parce qu'il y a une défiance qui peut être instaurée. Et donc, on a travaillé sur ces aspects pour pouvoir permettre de créer cette collaboration, cette confiance qui permettent ensuite de traiter plus facilement les feedbacks des clients et de proposer des nouvelles itérations de produits. Voilà. Promotion, communication ouverte, bon, un point essentiel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat et on les prendra au fil de l'eau. Deuxième aspect qui est intéressant, c'est la question de la reconnaissance. Et le sujet de la reconnaissance est fondamental dans la mesure où chaque être humain a besoin de reconnaissance de soi et des autres, de soi-même et des autres. C'est vital, c'est un élément clé de notre santé physique et mentale. Je passe sur tous les exemples, les éléments dramatiques qui ont pu... Voilà, je pense que c'est clair pour vous. Et donc, le leader doit être habile pour pouvoir proposer et expliciter des moyens de reconnaissance qui engagent individuellement et collectivement. Il y a une étude en 2019 qui rappelait que la reconnaissance pour un collaborateur, c'est la plus importante en tout cas, c'est celle de ses collègues et c'est celle de son manager. Et on présente souvent la reconnaissance comme étant quelque chose que doit faire le manager. Et en fait, c'est un problème parce que il est à l'initiative, à la manœuvre sur un certain nombre de schématiques, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est l'équipe aussi qui doit jouer son rôle de reconnaissance. Et en fait, si l'équipe n'est pas formée, n'est pas sensibilisée à ça, en fait, elle ne le fait pas. Ou elle le fait mal. Donc ça, c'est un élément important, on y reviendra tout à l'heure. Je me souviens d'un directeur qui me disait, Serge, en fait, au démarrage d'une mission, il me disait, Serge, j'ai reçu un collaborateur, il me dit, et c'est pas le premier, il me dit, écoute, je suis pas, je me sens pas reconnu. Et je lui dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu sois reconnu, que tu te sens reconnu, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble avec les managers? Et il dit, je sais pas. Et il me dit, en fait, je suis perdu. Je sais qu'il y a une fuite, hein, je sais que il y a une fuite vitale et je sais pas comment la traiter, je sais pas comment la trouver, je sais même pas comment la soigner, comment on peut faire. Donc, bon, ça donne une idée de l'importance. Et très souvent, dans les entreprises dans lesquelles nous intervenons, on rencontre en fait ce problème de reconnaissance. On l'entend avant même que les gens nous parlent. Reconnais-moi, reconnais-moi, reconnaissez-moi.
Alors, si le besoin est unique, en tout cas pour chacun, en fait, les types de reconnaissance et les moyens surtout de la reconnaître sont potentiellement différents, et notamment auprès des générations. L'importance, il n'y a pas d'engagement ni de motivation d'ailleurs sans reconnaissance. Et comment peut-on agir dessus? Ça, c'est notre manière, en tout cas, d'intervenir. Ça va être de former l'équipe sur la question de la reconnaissance et à reconnaître. On est intervenu et on intervient de plus en plus, on nous demande de plus en plus de faire ça, d'intervenir dans des CODIR, dans des équipes, pour présenter ce que c'est que les types de reconnaissance, les moyens de reconnaître, etc. Il y a encore trop de stéréotypes qui circulent en disant, en fait, la manière de me reconnaître, c'est de me donner une prime ou de me donner une augmentation. Ou de me permettre de bosser à distance, ou de me donner un jour de congé. Et donc, il y a beaucoup de quiproquos d'insatisfaction qui résultent de ça. Donc, alors que c'est former, sensibiliser, découvrir en fait ses propres besoins, ses propres types de reconnaissance et les moyens traditionnels qu'on utilise, et peut-être explorer d'autres moyens, ça c'est quand même assez puissant. On a un très bon retour. Ensuite, il y a le manager, le leader en tout cas, qui lui doit en effet se former pour reconnaître individuellement et collectivement. Il y a une double contrainte quelque part, qui est à la fois de ne pas faire de clientélisme. Vous l'avez compris, si on cherche à collaborer, ce n'est pas en faisant du clientélisme qu'on va y arriver, c'est plutôt en travaillant la dynamique d'équipe, et donc la dynamique de reconnaissance dans l'équipe, parce que c'est là que ça se joue. Et donc, je ne vais pas faire forcément de l'épicerie, c'est peut-être bien de le faire, mais à côté de ça, il faut aussi être capable de faire cette reconnaissance, ou travailler cette reconnaissance collective individuellement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais que le collectif puisse répondre en fait aux besoins de reconnaissance individuelle. Et ça, donc, c'est indispensable que le manager ou le leader en fait soit sensibilisé et formé à ça et ait pu expérimenter des choses. Voilà. Puis après, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mis en place, des événements, des situations en fait qui permettent de créer des situations où les personnes vont être en mesure de reconnaître la valeur des autres. Ah ben je savais pas que tu savais faire ça. Ah ben c'est génial. Ah mais je savais pas que après le boulot tu faisais tu t'occupais des associations handicapées ou tu faisais tel sport. Je sais pas que tu avais dans ta carrière fait ça, etc. Ah ben je sais pas que tu aies maîtrisé la gestion de cette machine ou la programmation de ce langage. Voilà. En fait, toutes ces occasions qu'on permet à des collaborateurs de découvrir, en fait, sont l'occasion d'exprimer de la reconnaissance, de tisser du coup une communication authentique et de développer de la reconnaissance et de se sentir reconnu. On agit évidemment à plein dans la capacité à collaborer. On a envie, on développe l'envie, le désir. Alors, il y avait un exemple d'IBM que Karine voulait citer, qui est en effet intéressant. Il y avait une espèce de fête de la connaissance qui était organisée, qui regroupait évidemment tout le monde, et qui permettait en fait de faire ce travail de découverte de ses collègues et du coup de favoriser l'expression de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas, encore une fois, c'est pas juste une action ou 3 mots ou un signe par le manager, c'est de la culture. C'est une culture qui permet la reconnaissance. Le manager, c'est un élément de cette culture, mais il est tributaire de cette culture. Et donc, il faut créer cette culture de reconnaissance si vous ne l'avez pas. Et certaines entreprises ont très bien fait pour pouvoir favoriser ce sentiment d'être reconnu parmi vos collaborateurs, qui est fondamental dans toutes les générations, mais qui va s'exprimer différemment. Mais par contre, dont les conséquences peuvent être différentes. C'est-à-dire que des Gen Z, par exemple, peuvent partir très vite, justement parce qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir leur place ou d'être reconnues, alors que d'autres resteront. Voilà, je poursuis avec le troisième sujet, c'est la question de la complémentarité. Il y a souvent... alors déjà, il y a un appétit d'apprendre en fait qui est différent dans la génération, c'est vrai. Mais qui est peut-être plus lié à une tranche d'âge aussi. C'est-à-dire que quand on a 20 ans,
on a cette soif d'apprendre, faire partie du monde, voilà, et avec les moyens qu'on a à disposition. Donc, la génération peut-être peut accentuer certains aspects, mais peut-être pas. En tout cas, il y a, quand on saisit l'opportunité d'associer des équipes culturelles, et c'est de plus en plus le cas, il y a la possibilité d'identifier des complémentarités. Je suis bon en développement, je connais rien dans l'informatique, je suis vraiment pas bon, à part Word et Excel. Je connais bien ce marché, ses clients, les attentes, les satisfactions. Moi, j'y connais rien, mais je suis super bon en marketing digital. Donc, si on s'associe, on peut faire des trucs. Voilà. Travailler cette complémentarité, elle est forte. Google était intéressant comme exemple parce qu'ils ont développé évidemment des manières de collaborer pour pouvoir tirer profit des différentes générations, des différentes expertises provenant des différentes générations, pour pouvoir offrir des éléments de satisfaction client, de produits ou des services. Et donc, c'est un élément évidemment qui est important dans votre innovation, en fait, dans vos process d'innovation. C'est même un sacré ferment, c'est ça, ou levure, si on veut, pour une pâte à pain ou une pâte à gâteau, c'est une sacrée levure, cette complémentarité pour pouvoir innover. Voilà. Et donc, ça repose évidemment sur des sujets de reconnaissance, d'innovation, d'engagement, de fidélisation. Alors, comment on agit dessus ? En fait, il y a un premier sujet, je suis désolé de le dire, mais il y a une vraie posture de leader à avoir pour encourager vraiment la collaboration intergénérationnelle. C'est-à-dire que il faut le vouloir, il faut y croire, en fait, et ça s'entend. On revient sur la question de la communication authentique, mais si on n'y croit pas ou si on ne sent pas, en fait, ça va pas le faire. Donc, il y a, pour ceux qui n'en sont pas convaincus, peut-être un peu de lecture, de rencontres, de découvertes, d'exploration pour se convaincre que ça peut être intéressant. Peut-être laisser la main à un autre leader si c'est pas le cas. Mais il faut imaginer comment on peut encourager. Et là, c'est la responsabilité du leader, c'est la responsabilité de l'équipe aussi en partie, mais le leader doit impulser en tout cas comment j'encourage. Et là, il y a plein de petites choses. Alors, les RH peuvent organiser des sujets, des hackathons, des trucs, très bien. Mais c'est au sein de l'équipe, en fait, où il doit pouvoir se passer des choses. Ce qui est fondamental pour pouvoir identifier qu'on est complémentaire, c'est déjà d'identifier qu'on a des différences et les exprimer. Des différences en termes de besoins, des différences en termes d'attentes, des différences en termes de but, etc. Et ça, si on ne prend pas le temps de les exprimer, et moi, je fais toujours, en tout cas, un travail in situ dans l'équipe, c'est-à-dire se baser sur les stéréotypes des les Gen Z sont comme ça, les Gen Y sont comme ça, les boomers, etc. En fait, il y a autant de personnes que de types de personnes. Donc, ce qui est important, c'est de travailler avec les gens qui sont là, tels qu'ils sont, avec leur mindset du moment, avec leurs états d'âme, avec leurs expériences, avec leurs déceptions, leurs joies, etc. C'est ce qui se passe là qui est important pour construire demain. Et ça dépasse les questions de génération. C'est pas parce que je suis Gen Z que je peux pas travailler avec un boomer. Voilà. Si je développe une confiance, si je développe une compréhension des différences, des besoins, etc., en fait, je peux m'adapter, il n'y a pas de problème, parce que j'ai envie. Si on a envie de collaborer, si on a envie de bien faire, de satisfaire ses clients, de réussir, d'achever un but ensemble. Voilà. Donc, faire exprimer ces différences, ça aussi, c'est des ateliers que l'on mène, qui sont assez normés, on va dire, mais qui sont très appréciés de nos clients parce que ils ressortent libérés quelque part et plus légers et plus, encore une fois, plus à même à collaborer. Et puis, dans cet exercice-là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de se dire l'équipe a quelle force ? L'équipe a quelle faiblesse ? Moi, Serge, j'ai des forces, des faiblesses, mais en fait, c'est pas tellement ce qui est important. Parce que je fais partie d'un collectif. Et si je fais partie de ce collectif et d'une vraie équipe, dès lors, c'est moins en fait mes forces et mes faiblesses, c'est plus les forces et les faiblesses de l'équipe.
C'est-à-dire que mes faiblesses peuvent être compensées par des forces d'autres personnes, etc. hein. Donc, c'est de savoir dans l'équipe où est-ce qu'on potentiellement on a des trous, où est-ce que potentiellement on est très fort. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir à développer? Ça, c'est une co-responsabilité de l'équipe, une co-conscience finalement de ce que c'est que l'équipe, de ce qu'on apporte, de ce qu'on est capable de faire, qu'il est intéressant de développer. C'est quelque chose qui joue énormément sur la confiance, excusez-moi. Parce que quand je sais que je fais partie de ce collectif et qu'ensemble on peut réussir, c'est autre chose. Hein. C'est pas la même réalité que je vis. Quatrième sujet, c'est les transferts de compétences et de technologies. Oui, parce que collaborer, c'est pas forcément une évidence. Ça peut être spontané, mais en fait, ça s'arrête vite parce qu'en fait, ça demande un niveau de technicité. Hein. C'est peu comme si vous faites du jogging le dimanche et que vous voulez faire une course. En fait, vous arriverez certainement pas dans les derniers à la course parce que en fait, vous n'êtes pas entraîné pour pouvoir faire des courses. Et donc, la collaboration, c'est un peu comme ça. Et la question du transfert de compétences, en fait, elle est importante dans cette collaboration parce que c'est un des ferments encore de cette collaboration. Si je sens que je suis en communication ouverte, que je suis reconnu, que j'ai la capacité à développer j'ai oublié le mot, pardon, des complémentarités, que ensemble, on peut arriver à travailler un but, eh bien, évidemment, l'étape suivante, c'est de partager, transférer, connecter, en fait, les compétences et technologies, etc. Encore faut-il savoir le faire. Et là, c'est pas forcément simple non plus. Par contre, c'est indispensable pour pouvoir réussir, pour pouvoir innover. Hein. Il faut faire cette connexion-là. Donc, il y a... par exemple, dans les moyens d'action, former à former, hein, des formateurs occasionnels internes. Voilà. Former, on a le désir de transmettre. Hein, je suis beaucoup. J'interviewais un chef d'entreprise encore avant-hier qui me disait, en fait, dans ma vie, en fait, j'ai aujourd'hui atteint un âge où, en fait, j'ai ce besoin de transmettre. Très bien. Et apprendre à le faire, apprendre à transmettre, c'est quelque chose qui va servir de toute façon l'équipe et derrière l'organisation. Il y a beaucoup de mentoring qui se met en place. Alors, mentoring, c'est un peu comme le mot coaching, c'est-à-dire que c'est un peu des mots où on ne sait pas très bien ce que ça revêt comme réalité derrière, hein, mais on va t'appeler coach parce que c'est sympa. Oui, alors en fait, le mentor, ça répond quand même à certains codes. Il faut quand même en connaître les grands leviers. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à développer parce que nécessairement, il y a des gens qui peuvent se positionner en mentor. Il y a Schneider Electric, par exemple, qui, dans son programme d'accompagnement des collaborateurs, hein, quand ils atteignent un certain âge, une certaine seniorité, en fait, ils sont formés à devenir des mentors et à accompagner des plus jeunes. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, que ce soit dans l'équipe d'ailleurs ou en dehors de l'équipe. Il y a une autre chose aussi que vous faites certainement, c'est la création de binômes, ou la création de liens particuliers entre des personnes, de connexions entre des personnes qui vont à un moment travailler, 6 mois, un an peut-être ensemble, ou se voir régulièrement pour faire le point ensemble, etc. Les équipes de codev également peuvent l'être, etc., etc., etc. Voilà. Dernier point, c'est le sujet des pratiques de gestion des ressources humaines. Alors, oui, il y a en effet plein d'aspects sur la question du multiculturel, je ne vais pas revenir dessus. Il faut être prêt pour accueillir les nouveaux, parce qu'en effet, il faut, au moment qu'on l'a recruté, jusqu'au moment où il arrive dans l'entreprise, il faut déjà travailler l'inclusion, parce que sinon, donc ça, il faut former les managers, il faut que la RH le fasse, et puis il forme les managers, ou sensibilise les managers pour ça, et on voit bien que c'est compliqué. Donc, j'étais intervenu pour le forum de Davos sur des process notamment d'attraction, de recrutement et d'inclusion et de fidélisation des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs, et en disant, en fait, nous, en RH, on est dépité parce que côté manager, en fait, les gens sont encore en train de penser que ils peuvent donner une réponse 3 semaines après l'entretien. Non, en fait, il
voilà, pour des jeunes aujourd'hui, il faut des réponses beaucoup plus vite. Donc, il y a un vrai problème pour les RH, c'est d'arriver à convaincre, arriver à faire en sorte que les opérationnels aussi jouent le jeu pour qu'ils puissent s'attirer. Donc ça, voilà, c'est le genre de choses qui est intéressant de faire. Il y a plein d'autres thématiques, mais à mon sens, il y a cette notion de collaboration qui est importante de développer, notamment parce qu'elle sert aujourd'hui, elle est indispensable et qu'elle va directement jouer sur la satisfaction client. Donc, comment je vais travailler l'engagement, comment je vais travailler la reconnaissance, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, communication ouverte, etc., ça nous paraît des thématiques qui sont vraiment fondamentales aujourd'hui, qui pêchent dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles ou dans beaucoup d'équipes dans lesquelles on a pu intervenir et sur lesquelles on les a évidemment aidés. Voilà. Il y a évidemment aussi quelques aspects qui sont intéressants, notamment la thématique du leadership du XXIe siècle qui est essentielle, qui est un sujet qui n'est pas facile. Pas facile parce qu'on est encore dans beaucoup d'entreprises dans une culture un peu en transition entre culture 20e et culture 21e. On est un peu en transition, ça prend du temps, c'est initié, mais ça avance petit à petit. Et il faut faire émerger ce leadership du 21e siècle. Et ça nous paraît quelque chose de fondamental. Donc, là-dessus, on va travailler également pour accompagner des leaders à prendre cette posture-là. Il faudrait définir ce que c'est que le leadership du 21e siècle. Bon, on pourra le faire, mais peut-être pas là. C'est un petit peu plus... On aura un petit peu trop de temps. Voilà. Et puis, il y a des conditions particulières également à mettre en place, mais qui sont en général plutôt bien faites sur les conditions de travail, donc avec le télétravail, avec les déplacements, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on ait des problèmes de dos, des envies d'aller surfer à 5 heures l'après-midi. Voilà, il y a cette question en fait qui est évidemment importante. La collaboration, c'est pas être là toute la journée ou être dispo toute la journée, c'est un moment se retrouver à certains moments pour collaborer intensément. Et ça demande une espèce d'hygiène en fait à mettre en place. Et voilà, qui est parfois peu connu, donc qui est intéressant de développer. Voilà. Le temps passe, j'avance peut-être un petit peu. Voilà, les 5 thématiques qu'on a pu voir aujourd'hui, donc la communication ouverte, le sujet de la reconnaissance qui est, à mon sens, et Karine ne dirait pas autre chose, un sujet vraiment majeur. Il y a vraiment une perte de repère sur ce sujet de la reconnaissance, peut-être lié à ces sujets d'individualisation d'ailleurs, et on a besoin peut-être de rééquilibrer cette individualisation avec cette notion collective. Et bon, on pourrait dans les aspects politiques, mais en tout cas en entreprise, on ressent très fortement. Cette question de vivre la complémentarité, j'insiste sur le mot vivre, qui est important. Et qui permet de déclencher en fait un autre niveau de collaboration et un autre niveau de coopération qui va découler sur de l'innovation. Le sujet de favoriser les transferts, évidemment, et puis d'adapter les pratiques de GRH. Voilà pour ce qu'il fallait retenir en fait de notre intervention. Il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler, le temps est court, mais voilà, un focus en tout cas sur quelques sujets qui nous paraissent vraiment d'importance aujourd'hui au travers de nos missions, de nos clients et des retours qu'ils peuvent nous faire. Voilà, est-ce que peut-être il y a des questions dans le chat? Si vous en avez écouté, n'hésitez pas. Vous pouvez de toute façon nous trouver. Vous avez 3 boutons en dessous de votre écran pour pouvoir nous adresser des messages, soit pour nous suivre sur LinkedIn, soit pour demander le support qu'on a présenté aujourd'hui, soit pour participer à des masterclass ou à des meet-up qu'on organise sur différentes thématiques, toujours liées à la collaboration au leadership du XXIe siècle, ou à la culture du XXIe siècle, ou à la gestion des projets du XXIe. Vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver dans notre chaîne Webikeo, donc je ne sais plus combien on en a aujourd'hui, mais on a plus d'une dizaine de webinaires sur différentes thématiques dans la série Collaborer mieux, mais aussi d'autres grands thèmes qu'on a pu aborder, comme la capacité à changer, par exemple, des organisations, la question de la culture, la question de l'intelligence collective, etc.,
qui ont beaucoup de succès. Euh, et voilà. Et puis, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Si vous en avez en écoutant le replay, n'hésitez pas à nous l'envoyer, on répondra avec plaisir. Il nous reste à vous remercier de vous être rendu disponible ce matin et d'avoir participé. On vous donne rendez-vous au mois d'octobre avec un webinaire qui sera sur une thématique toujours dans le thème de la collaboration, voilà, très, très pointu. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je pense que ça vous intéressera. Belle journée et à très bientôt.